Pour clarifier les choses, faisons un logigramme des différents modes trophiques des mycètes. Donc il y a plusieurs façons pour un mycète de se nourrir. Donc on a vu le premier critère, c'est la nature, si j'ose dire, du substrat. Est-ce que c'est de la matière organique morte ou est-ce que c'est de la matière organique vivante? Si c'est de la matière organique morte, on parle de nécrotrophie. Et si c'est de la matière organique vivante, on parle de biotrophie. Donc ça, c'est la première distinction. Et puis ensuite, on va faire des distinctions dans chacune de ces catégories. Si c'est de la matière organique morte présente dans le milieu, donc typiquement présente dans le sol par exemple, ou des fruits en décomposition, des choses comme ça, on va parler de saprophytisme. Donc ça fait partie des décomposeurs qui décomposent la matière organique présente dans le milieu. Par contre, si la matière organique n'est pas présente dans le milieu, mais qu'elle provient du fait qu'elle a été tuée par le mycète, à ce moment-là, on parle toujours de nécrotrophie, mais de nécrotrophie parasite. Et en fait, si on est très, très précis, on dirait même parasitoïde, puisque la caractéristique d'un parasitoïde, c'est qu'il tue son hôte. Donc, osons le terme, nécrotrophie parasitoïde. Si la matière organique, donc là, c'est nécrotrophie parasitoïde, on avait vu comme exemple le cordyceps et la fourmi. Le champignon cordyceps tuait la fourmi. Et dans le cas du saprophytisme, vous pouvez prendre quasiment tous les champignons que l'on ramasse dans la forêt. Matière organique vivante, il peut y avoir des phénomènes de parasitisme. Donc parasitisme au sens strict qui laisse son hôte parfaitement vivant. Donc ça, c'est le cas du mildiou. Le mildiou diminue le rendement de la plante, mais à aucun cas il ne tue la plante. Et puis on avait vu qu'il y avait un cas un peu intermédiaire où l'organisme du mycète tue des cellules juste avant de les consommer, mais il ne tue pas l'hôte. Il tue simplement quelques cellules au sein de cet hôte, et à ce moment-là, on va parler de parasitisme au sens large. Puisque, donc je mets SL pour sens large, puisque normalement dans le parasitisme, il n'y a pas du tout de destruction, pas même de quelques cellules au sein de l'hôte. Donc on va préciser, pour pas qu'il n'y ait pas de confusion, donc l'hôte reste vivant, il perd juste quelques cellules, et ça c'était le cas de la tavelure de la pomme. Et puis la biotrophie peut aussi être mutualiste. Donc cette façon de se nourrir mutualiste profite aux deux partenaires en les laissant parfaitement vivants. Donc vous voyez que dans le cas de la biotrophie, il y a très souvent aussi une symbiose, c'est-à-dire que les deux organismes vivent en contact étroit, ce qui permet à ces deux organismes vivants d'échanger de la matière. On retrouve cette symbiose, alors je vais essayer d'avoir un code couleur, donc je vais souligner en rouge tous les cas de symbiose. Donc bien sûr, s'il y a parasitisme au sens strict, il y a symbiose. Quand il y a mutualisme, il y a souvent symbiose, mais pas toujours. C'est ce que nous avons vu avec le cas des fourmis Atta et de leurs champignons mutualistes. Là, c'était de la coopération. Donc, s'il n'y a pas symbiose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas contact étroit entre les tissus de l'un et les tissus de l'autre, on parle de coopération.
Dans le parasitisme au sens large, il y a aussi symbiose, puisque vraiment les champignons qui fait la tavelure est vraiment associé étroitement aux fruits qu'ils parasitent. Bien évidemment les parasitoïdes aussi, puisqu'ils tuent leur hôte. Par contre, dans le cas du saprophytisme, c'est l'inverse. Ce sont des organismes libres dans le milieu et donc ils ne sont pas associés à un autre organisme. Donc vous voyez, il ne faut pas mélanger symbiose et biotrophie. C'est pas synonyme. Il peut y avoir de la biotrophie sans symbiose. Il peut y avoir de la nécrotrophie qui est sans symbiose aussi. Donc il ne faut pas mélanger ces deux termes. Symbiose veut juste dire association étroite, et biotrophie, nécrotrophie, c'est la source de nourriture. Est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est morte? Donc ici vous avez un schéma synthétique de l'ensemble des phénomènes. Donc d'abord, ce qu'il va falloir montrer comme point commun à toutes les formes de nutrition des champignons, c'est le côté absorbotrophe. Donc si c'est un unicellulaire, bien évidemment, forcément c'est absorbotrophe, là il n'y a pas le choix, mais même si c'est un pluricellulaire, c'est un absorbotrophe, avec une éventuelle exodigestion, puisque la digestion peut tout à fait être réalisée par un autre mycète, être réalisée par des bactéries, mais si l'exodigestion n'est pas réalisée par un autre organisme, à ce moment-là, le mycète ne peut se nourrir qu'en libérant des enzymes dans le milieu. La diffusion des enzymes permet de digérer la matière organique, donc il faut qu'il y ait de la matière organique dans le milieu. Ça peut être de la matière organique vivante ou morte. Là, j'ai choisi de dessiner un saprophytisme, donc il s'agit de nécromasse dans la litière du sol. Digestion des macromolécules et réabsorption. Il y a simplement absorbotrophie dans le cas où il y a soit parasitisme, soit mutualisme, parce qu'à ce moment-là, c'est le partenaire qui libère des molécules simples, des nutriments, qui sont réabsorbés soit par le parasite, soit par le partenaire mutualiste. La seule différence entre les deux, c'est que quand il s'agit de mutualisme, le mycète libère lui aussi des molécules en direction du partenaire autotrophe, alors que dans le cas de la biotrophie parasitaire, il arrive parfois que le mycète libère des choses en direction du partenaire, mais ce sont des toxines. Il n'y a pas de molécules favorables qui soient produites en direction de l'hôte quand il s'agit de parasitisme. J'ai fait aussi une distinction pour distinguer d'un côté les eumycètes, de l'autre côté les zoomycètes, puisqu'on a vu que ce n'était pas du tout le même groupe phylogénétique. Les zoomycètes constituent la majorité des parasites, alors que les eumycètes sont plutôt soit autonomes, par absorbotrophie directe ou par saprophytisme, soit autonomes, enfin pas autonomes justement, soit ils dépendent d'un partenaire mutualiste. Donc on voit que c'est assez différent. Les eumycètes ont plutôt évolué vers un mutualisme, les zoomycètes sont restés dans un système de parasitisme. Je présente les choses comme ça parce que nous verrons qu'au cours de l'évolution, nous avons des arguments pour dire que quand il y a une association entre deux partenaires, elle a tendance à commencer par du parasitisme et puis ensuite elle peut éventuellement évoluer vers du mutualisme qui peut rétrograder vers du parasitisme et que ce système mutualiste est en fait un système d'équilibre instable. Nous évoquerons ça avec le modèle de la reine rouge dans le cours sur l'évolution. Donc notre définition des champignons a été très simple, très en fait écologiste. On a dit c'est simplement un hétérotrophe filamenteux, ce qui nous permet de faire un groupe écologique qui regroupe deux groupes phylogénétiques que sont les eumycètes et les zoomycètes. Cette structure permet d'explorer le milieu avec un grand rapport surface sur volume et un coût énergétique pour synthétiser cet appareil végétatif qui est relativement faible parce que ce sont des ifs. Ça permet de prélever de la matière organique, c'est un chimio-organotrophe, à partir de substrats vivants ou de substrats morts dans le milieu ou dans un hôte. Donc il y a une grande diversité des modes de nutrition chez un champignon. On parle de mode trophique
pour la façon dont un organisme se nourrit, à différencier des types trophiques, qui est quelle est leur source d'énergie et quelle est leur source d'électrons. Le type trophique, là, il n'y en a qu'un, c'est un chimie-organotrophe, mais il y a plusieurs modes de nutrition, qui est un mode nécrotrophe, biotrophe, libre dans le milieu ou parasitaire. Il y a souvent une digestion extracellulaire, mais ce n'est pas systématique, puisque s'il vit au milieu d'un hôte ou s'il vit dans un milieu qui est déjà constitué de molécules simples, soit directement, soit par l'action d'autres agents biologiques, à ce moment-là, il y a simplement absorbotrophie. Donc l'absorbotrophie est systématique, l'exodigestion est facultative. Le fait qu'il y ait exodigestion est lié à la présence d'une paroi. Et s'il y a exodigestion, il y a forcément absorbotrophie ensuite. Associé à ce phénomène d'exodigestion qui impose de l'exocytose, il y a croissance, puisque cette exocytose, certes, elle libère des enzymes digestives, mais elle apporte aussi de la membrane, ce qui permet à l'if de grandir, puisque les ifs sont toujours en turgescence. S'il y a apport de membrane, eh bien, il y a croissance par l'extrémité de l'if. Bien sûr, cette croissance se fait seulement aux extrémités parce que l'exocytose se fait seulement aux extrémités. Et pourquoi l'exocytose se fait seulement aux extrémités? C'est parce que les protéines Tessner sont localisées à cet endroit-là grâce au cytosquelette sous-membranaire. Je ferme la parenthèse. Donc ce qui est particulier avec les mycètes, c'est leur tendance à s'associer de façon étroite, donc ce qu'on appelle une symbiose, avec un autre partenaire, en formant du coup un organisme mixte, qui est le lichen, mais en fait aussi la plupart des plantes, si l'on accepte les brassicacées, si on regarde bien, ce sont des organismes mixtes constitués d'un angiosperme et d'un mycète. Donc finalement, on a une structure vraiment élémentaire, hein. Comme appareil végétatif, on ne peut pas faire plus simple, mais on a une grande diversité de modes trophiques, puisqu'ils peuvent être libres, parasitaires, mutualistes, biotrophes, nécrotrophes, saprophytes. Donc là, on a une évolution divergente très marquée pour le mode de nutrition, ce qui a permis aux mycètes de coloniser quand même un certain nombre de milieux, alors qu'en théorie, par leur appareil végétatif, ils auraient dû être très limités par la déshydratation du milieu aérien. Vous voyez qu'il y a un contournement avec l'association étroite, mutualiste ou parasitaire, avec des hôtes qui leur permettent de ne pas être déshydratés, ou par la formation de structures corticales denses dans le cas des lichens. Nous utilisons beaucoup notre connaissance des modes trophiques des mycètes pour des usages humains. Par exemple, la décomposition de la matière organique utilise les mycètes, et nous utilisons ça dans la gestion des déchets. Chaque fois que vous faites du compostage, vous cultivez des bactéries et vous cultivez des mycètes décomposeurs, ce qui vous permet d'éliminer un certain nombre de matières organiques. Nous utilisons énormément les enzymes libérées par exodigestion. Donc on l'a évoqué un petit peu en agroalimentaire pour faire des fromages, mais Saccharomyces cerevisiae, comme son nom l'indique, fait la cervoise, donc la bière, et comme son nom ne l'indique pas, c'est la levure de boulanger qui permet de faire du pain et de la brioche. On l'utilise de façon différente, on la fait fermenter dans les deux cas. Ce qui intéresse, c'est le produit de fermentation quand il s'agit d'alcooliser. Nous cherchons évidemment de l'éthanol. Et c'est le fait que lors de cette fermentation, elle décarboxyle, donc elle produit du CO2, faisant des petites poches de CO2 dans le pain qui gonflent au moment où on cuit, et puis les protéines qui sont dans la pâte figent à la cuisson et gardent ensuite la forme de ces bulles. Et donc ça fait monter le pain. Et puis en fait, vous les utilisez encore beaucoup plus que vous ne pensez. Chaque fois que vous utilisez des solvants en chimie qui sont marqués purs à 95%, vous pouvez être à peu près certain qu'il y a derrière cela soit une bactérie, soit un mycète qui fait de la fermentation, produisant de l'acétone, de l'acide butyrique, en fait quasiment tous les solvants que vous utilisez. Et derrière, on a fait une distillation. Et comme vous le savez par vos cours de chimie, quand on fait une distillation, on n'arrive jamais à avoir 100% de pureté. Si vous avez un solvant à 100% de pureté, il est fait par synthèse chimique, ce qui coûte une fortune. Alors que ces solvants que vous utilisez à une pureté de 95%, c'est simplement un résultat de fermentation de micro-organismes, mycètes ou bactéries, avec derrière une distillation.
Donc j'espère que maintenant vous éprouvez une grande reconnaissance pour tous ces mycètes qui vous nourrissent, qui éliminent vos déchets et qui vous permettent de faire tous vos TP de chimie.